C'est une escroquerie parce qu'un mentaliste, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui s'autoproclame. Si demain, toi, Chloé, tu dis que tu es mentaliste, il n'y a pas un mentaliste au monde qui va trouver quelque chose à y redire. On n'a pas de formation, nous sommes tous autoproclamés, en fait. Hello tout le monde, c'est Chloé. Aujourd'hui dans En Esprit, nous allons recevoir Fabien Olicard. On va parler avec lui de la gestion du temps, privé et professionnel, ce qui n'est pas toujours facile, son arrêt du tabac et surtout une méthode qu'il a créée pour peut-être vous aider. Plein d'autres sujets, le syndrome de l'imposteur, une pause peut-être dans sa carrière. Bref, restez avec nous. Fabien Olicard, merci d'être dans En Esprit, bienvenue. Salut. Ça me fait super plaisir de te recevoir parce que tu es une personnalité aux multiples facettes et c'est ce que je kiffe le plus chez les gens. Moi, je me dis toujours, c'est un accueil qui est adorable, mais je me dis toujours, est-ce que ça t'arrivera un jour de dire, ça me fait pas tellement plaisir, toi, de te recevoir. Moi, je t'aime pas trop. Mais figure-toi que je vais pas mentir, jusqu'à présent, j'ai eu que des personnes vraiment que j'aimais beaucoup, qui sont venues dans mes interviews. Dans la manière, en plus, que toi, tu as de faire des interviews, tu arriverais à extraire ce qu'il faut de quelqu'un qui t'intéresserait pas vraiment, tu vois. Mais qui n'est pas dans l'énergie. Enfin, moi, je pars de ce principe aussi qu'il y a une énergie comme ça qui se transfère d'un côté et de l'autre. Et quand ça ne va pas, ou tu sais, quand la personne en face de toi n'est pas dans une énergie très positive ou très, qui ne veut pas te donner des informations... C'est pas généreux, ouais. C'est pas généreux, c'est très compliqué. Ouais, je suis d'accord. Quand j'ai fait justement toutes mes petites recherches, toi, on te connaît pour diverses raisons. Déjà, chroniqueur, animateur TV, auteur de plusieurs livres, de 10 livres, il me semble. 8 Moi, j'en ai compté 10. Comment t'es possible ? Ah oui, c'est parce que je compte pas tout. Ah. Non mais j'ai des vrais livres. Ce que j'appelle les vrais livres, c'est un gros doc comme mon dernier, là, Votre attention et votre super pouvoir. Ça, pour moi, c'est un vrai livre. Et après, j'ai des livres plus ludiques, tu vois, que je sors en général en fin d'année. Et eux, je les compte pas comme étant des vrais livres. Ah, donc c'est parce pour ça. Parce que moi-même, tu as vu, je dénigre une partie de mon travail, finalement. Ça ne va pas du tout. On ne dénigre rien. Donc, on va partir de 8 à 10 livres en fonction de ce que vous voulez, vous. Donc, tu es conférencier, tu fais des spectacles, tu es connu en tant que mentaliste, youtubeur, enfin, en fait, créateur. J'ai envie de dire. Oui, artiste. c'est ça. C'est que j'ai envie de créer des choses qui, en général, ont un lien plus ou moins proche avec le cerveau. Mon premier métier, c'est d'être sur scène, de faire des spectacles. Ça, je fais ça depuis 14 ans sous l'éthique légide de mentaliste. Mais après, dès que je trouve un moyen d'expression qui me permet de m'amuser en parlant de tout ça différemment ou qui me permettent même de faire des choses que je ne pourrais pas faire en spectacle, par exemple, bah là, je suis hyper content. Les vidéos, elles me permettaient aussi de parler d'autres sujets qui m'intéressent autant que ce que je raconte en spectacle. Mais sauf que le spectacle, il ne va pas durer 10 heures à un moment donné. Je ne vais pas pouvoir partir, monsieur. Moi, j'ai un truc de pédagogie naturelle qui fait que quand un sujet m'intéresse, j'ai tout de suite envie que ça intéresse les autres, tu vois. Donc, je crée pas de savoir, je le passe, en fait, le savoir. Et donc, les vidéos, elles me permettaient ce processus créatif rapide. Un spectacle, tu le bosses 2 ans. Pour l'exploiter pendant 2 ans, bon, durant 4 ans, c'est globalement la même sauce, tu vois. Les idées de vidéos, je pouvais avoir une idée le matin, l'écrire l'après-midi, la tourner le soir, la monter, la publier. J'exagère un peu en termes de rythme, mais c'était un peu ça, tu vois. Les livres me permettent d'être, alors là, encore plus à fond dans la pédagogie et moins dans le divertissement. Donc, ça me permet aussi de bouger un peu ces curseurs-là que je ne pouvais pas faire sur scène. Sur scène, il faut que ce soit divertissant. Moi, c'est des spectacles où on rigole, même si c'est du mentalisme. Durant 2 heures, on se marre à la base. C'est pour ça qu'ils m'ont confié le gala là pour le festival de l'humour qui aura lieu au Forum de Liège, parce qu'à la base, je fais marrer les gens, en fait. Et marrer les gens, ça, à l'inverse, je sais le faire que sur scène. Je ne sais pas le faire en vidéo. Parce que pour faire rire, il me faut un public. Interaction. Ouais, j'ai besoin de voir le visage en face s'illuminer, j'ai besoin d'entendre le rire. Je suis très admiratif des youtubeurs qui arrivent à faire de l'humour face caméra sans personne dans la pièce. C'est impossible pour moi de faire ça. Justement, tu m'as fait une très belle transition. Tu parles donc du gala Le Temps d'en rire. Donc, il y aura 8 humoristes qui seront avec toi. Ce sera le 16 octobre. Exact. Forum de Liège. Vous pouvez encore prendre vos places, évidemment, donc n'hésitez pas à le faire. Moi, je vais hoster la soirée, donc c'est moi qui ai écrit la mécanique de ce gala, Le Temps d'en rire. Je vais présenter les artistes. Évidemment, je fais quelques passages de mentalisme au milieu de tout ça. Des petites interactions surprises, on appelle ça des inters, avec les artistes présents. Voilà, il y aura plein de monde, il y aura Gallo, il y a Vizorek, il y a les décaféinés, etc. Donc, c'est que des humoristes qui sont autour de moi. C'est une soirée d'humour où il y aura du coup un peu de mentalisme. Est-ce que, concernant justement cette préparation par rapport à ce gala, est-ce que les humoristes sont au courant de tes interactions ou est-ce qu'il y a des interactions où tu vas à un moment donné intervenir et... Non, j'écris tout avec eux.
Mais parce que moi, j'aime pas les surprises en tant qu'artiste. Ah non ? Ah, je déteste ça. Mais vraiment, moi, j'ai traumatisé mon équipe depuis 14 ans. À la dernière d'un spectacle, c'est quasiment sûr qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais c'est très traumatique pour eux parce que je suis contrôlant là-dessus. Mais j'ai en fait ce truc de, quand c'est la dernière de mon spectacle, il y a peut-être une personne qui vient le voir quand même pour la première fois, qui s'est pris les places les plus chères pour être au premier rang, qui découvre. Et j'ai pas envie qu'on altère la qualité du spectacle pour cette personne. Parce que finalement, les interactions surprises, en général, la plupart du temps, elles altèrent la qualité du spectacle. C'est un peu un entre-soi, tu vois. Oui. On se fait des blagues entre nous, etc. Ça dure un peu trop longtemps. Donc moi, j'aime les choses préparées, écrites, qui servent le spectacle, qui servent le rythme. Donc là, toutes les interactions, je les propose aux artistes qui viennent. Et pour ceux que ça branche d'en faire une, on l'écrit ensemble, ou je commence à l'écrire, et puis après, ils me donnent leur avis, etc. Mais on les répète, on les bosse. Je veux que le gala, du début à la fin, ce soit un spectacle. Est-ce que si tu n'avais pas été justement, enfin, tu arrives à le faire à travers tes métiers, mais si tu n'avais pas été mentaliste ou peut-être sur YouTube, etc., est-ce qu'il y a il y aurait une volonté d'être humoriste à 100% ? C'est un peu ce que je faisais déjà, en vrai, parce que moi, les vidéos, elles sont arrivées en 2016 et je suis sur scène depuis 2011. Mais humoriste tout nu, c'est-à-dire humoriste sans le mentalisme, je pense pas. J'ai essayé 2-3 fois de faire des choses... ça ressemble plus à des conférences après, parce que j'ai besoin de me draper timidement dans quelque chose. Donc, soit dans l'éclat de bluff que peut provoquer le mentalisme, où tu fais « Ouah, j'ai pas compris », soit dans l'éclat de bonbons intellectuels qu'est la pédagogie, où tu as les gens qui font « Ah ouais, d'accord, ça je savais pas, etc. » Mais faire des blagues pour des blagues, gratos, je crois que je suis un peu trop timide, tu vois, pour le faire. J'écris des blagues pour les autres, ça m'est arrivé d'écrire plein de sketchs pour plein de gens, tu vois. Ça, je suis OK, je suis mort de rire quand je vois eux qu'ils assument. Mais je trouve ça très fort, moi. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour faire du pur humour, parce que moi, même si je suis pas très drôle, au final, j'arriverai à vous surprendre à la fin. J'ai toujours un joker, tu vois, pour m'en sortir, entre guillemets, tu vois. Écrire un bon sketch, ça n'existe pas. T'écris un sketch moyen que tu vas travailler, roder, affiner, millimétrer pour, à la fin, faire un très bon sketch. Donc, durant toute cette période-là, moi, je l'ai aussi pour mes numéros de mentalisme, il y a tout un moment où tu fais un truc pas ouf, souvent, tu vois. C'est souvent pas exceptionnel. Et oui, parce que le coup d'éclair de génie créatif pur, il n'existe pas tellement finalement, quoi. C'est, ce qui marche, c'est la persévérance et l'envie de créer quelque chose de mieux, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, il y a des déceptions. Tu sais, tu vois un artiste, tu vois son premier spectacle, t'adores, tu vois. Et cet artiste devient très, très connu. Et ce spectacle cartonne. Et le spectacle d'après, tu vas le voir et tu veux, c'est pas terrible ça. C'est bizarre, j'avais préféré le premier. La réponse, c'est que le premier, ça fait peut-être 7 ans que la personne, elle était dessus. Et le jour où elle est connue, elle l'exploite encore 1 ou 2 ans. Et puis après, il faut bien en changer parce que la France entière, la Belgique, la Suisse a vu le spectacle. Et du coup, il y a moins de temps pour le peaufiner, le millimétrer, tu vois. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a ce côté biais cognitif aussi de se dire, c'est toujours mieux, le premier sera toujours mieux? Si, non, mais t'as raison. On peut se dire pour la vie en général. Il y a le biais du 7e mieux avant, une espèce de biais cognitif de nostalgie. Donc un biais cognitif, si vous ne savez pas ce que c'est un raccourci de pensée qu'on ne décide pas rationnellement. Et donc, comme tous les raccourcis, en général, ils nous amènent pas tout à fait à la bonne destination. C'est ça. Et donc, le 7e mieux avant, c'est qu'on va rechercher l'essence ou l'âme de ce qu'on avait aimé dans le premier spectacle. Mais pourquoi ? Parce que finalement, ça va nous rappeler notre vie à cette époque-là. Et peut-être il y a des choses qui nous manquaient. Bah oui, parce que c'est le spectacle que tu avais vu avec ton meilleur ami qui est plus dans la région maintenant. Et puis toi, tu étais en train de faire telles études ou tel taf que tu fais plus aujourd'hui. Donc ça te ramène aussi, comme les musiques, des musiques qui te ramènent à certains moments de ta vie, ça le fait aussi pour les spectacles. Ouais. Est-ce que tu t'expliquais que tu étais quelqu'un du coup de contrôlant à ce niveau-là par rapport au fait de il faut tout soit millimétré, tout soit géré, tout soit bien cadré. Est-ce que tu l'as dans tous les domaines ou est-ce que tu as des endroits où tu mets un peu plus alors peut-être je vais pas dire de la spontanéité, mais du lâcher prise peut-être? J'ai du lâcher prise, mais c'est vrai que quand la destination finale c'est le public, j'en ai plus. J'ai plus de lâcher prise. C'est-à-dire que le livre, tu vois, un spectacle, etc., dès que le public va me donner sa confiance et va investir de l'argent,
qui ne va pas forcément me revenir, hein, parce que je crois que sur un billet de spectacle, on gagne 0,003%, nous, les artistes, tu vois. Ah oui. Ah ben, le reste, ça sert à payer la salle, payer les transports, payer les gens, enfin, à payer les taxes aussi, payer les taxes. Surtout payer les taxes, je vais dire 3 fois parce qu'il y en a beaucoup. Mais finalement, par contre, ils investissent sur ta créativité et sur ce que tu vas proposer, tu vois. Et du coup, là, il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Mhm. Là, j'ai un autre livre qui va sortir en fin d'année. On me fait un petit coffret collector pour ceux que ça intéresse. Il est très limité. J'ai vu le coffret, la V1, je l'ai reçu, j'ai dit hors de question, quoi. Parce que le carton n'est pas assez épais à mon goût, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je ne veux pas que mon nom soit associé à des trucs bâclés. Tu vois, je veux qu'à chaque fois que les gens investissent sur ma créativité, ils se disent à la fin j'aime ou tiens, j'aime pas cette fois-là, mais qu'ils puissent jamais dire par contre il l'a fait à la va-vite. Tu vois, je veux toujours que ce soit la meilleure version de ce que je puisse proposer en spectacle, en vidéo, en livre, en gala, là pour le gala, ou tout ce que tu veux. Il faut que je sois jusqu'au boutiste. Donc voilà, pas de lâcher prise là-dedans. Après tout le reste de ma vie, un très bon lâcher prise. Comment on fait pour gérer justement, sachant que tu as les spectacles, tes vidéos, tu as les livres, comment tu fais au niveau temporalité? Est-ce que tu fais parfois ton livre en même temps que tu fais des vidéos, que tu fais des choses, ou est-ce que c'est voilà, un temps pour ça, à certains moments de l'année? Moi, j'essaie de segmenter, mais c'est pas vraiment possible, hein, quand même. T'es obligé de... Par exemple, les vidéos, c'est du 1er janvier au 31 décembre, finalement, tu vois. La tournée, quand elle est de janvier à juin, elle est de janvier à juin. Donc, pendant cette période-là, va bien falloir mélanger quand même les vidéos et la tournée du spectacle. Mais dans ces cas-là, je vais éviter de faire des gros projets de vidéos. On va être sur un flux, c'est-à-dire sur ce que je sais faire, qu'on sait produire relativement facilement, que j'aime faire, etc. Le livre, avant, je le faisais en parallèle de tous les livres. Maintenant, je m'autorise à prendre des semaines complètes où je fais que le bouquin. Là, donc, la prochaine session, c'est à partir du 17 septembre jusqu'au 24, où c'est le seul truc que je fais de la journée. Alors, je réponds un peu aux mails aux fins de journée, tu vois, mais je fais full ça. Et depuis que je fais ça, quand même, je trouve que mes livres ont gagné en qualité, tu vois. Parce que tu es focus vraiment à ce moment-là sur tu sais, le truc qui ne m'était pas arrivé en 7 livres avant, c'était d'avoir une pleine conscience de ce que j'avais déjà écrit sur le livre. Tu vois, quand je fais ça, je suis en train d'écrire un truc et je sais que 100 pages avant, je parle d'un truc en faisant telle blague que je peux reprendre à ce moment-là. Du lien, en fait. Tu vois, exactement, ouais. J'ai une espèce de vraie conscience globale du livre, alors que d'habitude, j'étais plus par chapitre, tu vois. Oui. Donc là, j'aime bien ça et autant se faire que peu, je vais essayer de garder ces slots-là. Donc voilà, j'essaie quand même de segmenter. Par contre, je suis un bourreau de travail de 9h à 17h30. Si j'ai pas de spectacle après, si j'ai pas de conférence ou un truc le soir, j'ai rien après 17h30. Si j'ai rien d'autre que la vie, quoi, tu vois. Oui, de temps en temps, c'est pas mal. Je suis un lève-tôt, donc je me lève entre 5h30 et 6h30. Ah oui. Naturellement, j'ai les yeux qui s'ouvrent et puis je mets pas de réveil. Donc, on va dire de 6h à 9h, j'ai 3 heures de ma vie pour moi, ce qui est super. J'ai pas d'ordi chez moi, donc je peux pas travailler. Pas d'ordi chez toi? Je veux pas travailler à la maison, donc je peux pas travailler. Alors j'ai de quoi écrire, noter si j'ai des idées et tout, mais je peux pas me connecter, quoi, tu vois. J'ai les bureaux qui sont pas très loin, donc c'est aussi pour ça que je peux m'autoriser ça. Et puis après, à partir de 9h, je me mets à bosser au bureau jusqu'à 17h30. Et après, pareil, c'est la vraie vie. Donc je fais plein de choses, mais pourtant, je joue à la console, je fous rien dans mon canapé. Enfin, tu vois, je trouve l'occasion de faire plein de trucs. Oui, tu prends le temps, en fait. Tu Ouais. prends le temps pour toi. J'avais écrit un livre qui s'appelle « Votre temps est infini » pour ça. Il y en a plein qui se sont dit « Ah, c'est un livre sur la productivité ». Mais non, un livre sur gérer son temps, c'est gérer son temps pour en faire ce qu'on en veut vraiment. C'est notre grande souveraineté, c'est de savoir ce qu'on fait de notre temps, en fait, finalement, quoi, tu vois. Le premier truc que je rentre dans mon agenda, qui est vraiment très calé, c'est les trucs perso que je veux absolument vivre. Là, j'ai voulu passer un nouveau permis bateau. D'abord, je l'ai rentré, et ensuite, on a mis l'agenda professionnel autour, quoi. Pareil, autant se faire que peu. Ça veut dire que j'ai raté des opportunités professionnelles pour passer mon permis bateau. Mais parce qu'il faut aussi remettre ses priorités un petit peu en perspective, tu vois. Sinon, le boulot, tu voudras toujours travailler. C'est compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais aussi auparavant, ou c'est quelque chose que tu as appris parce que justement, tu mettais le boulot en priorité et puis le privé? Non. J'ai toujours fait ça. Tu l'as toujours fait dans j'ai ce toujours sens. fait ça. Mais après, c'est un peu facile de faire le mariole parce que finalement, j'ai fait de ma passion un boulot. Oui, mais justement, Donc, parfois, la limite entre... Bon, là, maintenant, faut que
faut passer à mon autre vie, c'est-à-dire la vraie vie, la vie familiale. Mais tu vois, quand je lis un bouquin, là j'ai lu un bouquin sur la psychologie qui est passionnant, est-ce que c'était du travail finalement ou est-ce que c'était du perso? C'était c'est un film comme limite, la frontière est tellement fine. Le moment où je l'ai fait, c'est sûr que c'était du perso. Mais je vois comment l'exploiter professionnellement maintenant, quoi, tu vois. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a quand même des endroits qui sont un petit peu border, quoi. Mais ce qui est génial aussi quand on regarde ce que tu fais, quand on regarde tes vidéos, c'est qu'il y a pas mal de choses. Moi, je suis aussi très intéressée par la psychologie humaine, par la manière, le comportement des gens. Il y a une vidéo que j'ai regardée récemment, enfin il y en a plusieurs, mais la dernière qui m'avait vraiment frappée, c'était celle sur TikTok. Ouais. Où tu expliquais justement la théorie du lapin. Ouais. Et justement, ce principe qui est en lien avec même le livre qui est maintenant, et tu parles aussi des TDAH, etc. L'attention. Ah, l'attention, l'attention, on la ravage. Vraiment, le commerce en général, donc pas une personne, mais le commerce en général, s'est aperçu qu'il y avait quand même un truc qu'on pouvait revendre sans avoir besoin de payer cher pour l'extraire, sans avoir à le stocker, c'est l'attention de tout le monde. Et elle se renouvelle tous les jours. Et comme nous, on est né dans cette phase-là technologique, le meilleur moyen de tout rendre gratuit, c'est de le financer par l'attention, donc par la publicité. Et donc, c'est parti avec un côté exponentiel, vraiment comme les êtres humains savent le faire. C'est-à-dire, on va ruiner la prairie, pour reprendre l'exemple des lapins. On n'aura plus rien à bouffer, mais c'est pas grave. Et bien là, ils sont en train de faire ça avec l'attention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la surexploiter sans conséquence. Et la conséquence, c'est qu'on perd énormément d'attention. De là est né TikTok, qui n'est pas le pire, c'est pas le diable TikTok, c'est juste le meilleur dans son domaine, c'est-à-dire capter, exploiter l'attention des gens. Il n'est que la résultante de tout ce qu'il y a eu avant finalement, hein. Et dans son domaine, oui, c'est le meilleur. Est-ce que ça flingue l'attention des gens? Bah oui, du coup, puisque c'est le meilleur, tu vois. Et là, il est grand temps vraiment de reprendre la main dessus, hein, parce que sinon, on va être juste des blattes. C'est-à-dire des espèces d'organismes unicellulaires qui réagissent, tu vois. Oui, c'est ça. Il ne faut pas réagir, il faut agir et consciemment. Est-ce que ça te fait peur quand tu vois justement, parce qu'on l'utilise tous les deux, finalement, moi, la vidéo que je vais la poster sur YouTube et sur TikTok et sur Instagram, toi, pareil, les vidéos que tu postes actuellement, c'est des vidéos qu'on poste aussi sur Internet. Multiplateformes notamment. Est-ce que d'une certaine manière, malgré tout, moi, personnellement, ça me fait un peu peur et pourtant, je l'exploite? Ouais, on est tous responsables de ce qu'on crée, mais on est aussi tous responsables de notre consommation individuelle. Donc, j'essaie de mettre un contenu qui a une certaine valeur à mes yeux, où j'essaie d'avoir un certain apport. Et de l'autre côté, je me dis aussi, ceux qui restent trop de temps aussi ont une responsabilité individuelle, tu vois, sur ces plateformes-là. Je me vois sûrement un peu la face en disant ça, mais il y a forcément un peu de vrai aussi là-dedans. Moi, je suis créateur de contenu, donc je publie. On peut regarder mon téléphone tout à l'heure, tu vois, je ne l'ai même pas avec moi. Non. Je passe 1 heure, 2 heures par jour sur mon téléphone, maximum. C'est très faible, tu vois. C'est très faible. Étant créateur de contenu, effectivement, c'est très faible. Et il y a mes temps d'upload en plus dedans, quoi, tu vois. Donc, c'est toi qui postes tout? Ouais, c'est moi qui poste tout. Tu es en full contrôle de toutes tes plateformes? Ouais. Incroyable. Ouais. Moi, je m'attendais quand même à ce que tu aies une assistante, quelqu'un qui gère tes contenus. Non. Community manager, c'est moi. L'upload, c'est moi. Le publishing, c'est moi. Et t'as pas parfois une overdose? Non, ça va. Ça va. Alors après, ça dépend. Par exemple, pour les commentaires, je lis 100% des commentaires YouTube depuis le premier jour. Et j'ai un slot dans la journée pour le faire. Voilà. Les commentaires Instagram, je vais les lire après la publication un petit peu pour prendre la tendance, répondre à 2-3 questions, mais après, je vais les laisser vivre. Je vais pas retourner sur les vidéos. Et les commentaires TikTok et Facebook, j'ai abdiqué, j'ai abandonné. Non, mais il faut pas faire ça. Hein. Ouais. Personnellement, moi, les commentaires TikTok, franchement, je me suis dit, il faut que j'aille voir un psychologue après chaque. Mais Facebook, pareil. Hein. Donc, c'est pas la même population, c'est pas la même tranche d'âge, mais par contre, c'est la même hargne, tu vois. Ah oui, mais non, mais c'est le Twitter des gens qui sont pas sur Twitter. Ah, c'est ça. Et Twitter, j'ai toujours mon compte Twitter. J'ai tout supprimé il y a assez longtemps. Il y a juste marqué « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Et je voulais suivre le compte Twitter et on m'a donné le très bon conseil « ne le fais pas ».
pour garder l'arrobase et que personne ne prenne ton arrobase pour se faire passer pour toi. Ah oui, oui, oui. Tu vois. Donc, mais il y a marqué n'habite plus à l'adresse indiquée. Twitter, j'ai plus reconnu cette plateforme au fur et à mesure des années. J'ai dit, c'est bon, c'est pas la peine non plus. Quoi, tu vois. Et comment tu fais en tant que... Parce que tu sais, tu as le côté professionnel, il y a quand même une certaine... C'est un personnage public, personnalité publique. Parce qu'il y a Fabien Olicard, la personnalité publique, et puis tu as l'humain derrière. Comment tu fais? Parce qu'il y a une vidéo où tu parlais du syndrome de l'imposteur, notamment. Tu as fait une sorte de behind the scenes aussi de ça, un documentaire où on te voit toi. J'ai l'impression que les personnes en fait, qui sont le plus dans le syndrome de l'imposteur sont finalement aussi les plus créatifs. Enfin, ceux qui vont faire peut-être le plus de choses. Oui, parce que dans le fond, on doit prouver. C'est ça. Nous-mêmes, mais consciemment ou inconsciemment, on doit prouver. Quoi, tu vois, on ne peut pas se contenter d'être. Bah ouais, oui. Parce que tu pourras créer ton œuvre, que ce ne sera pas une œuvre à tes yeux, tu vois. Donc, il faudra bien en faire d'autres. C'est ça. Parce que dans la masse, ça ne se verra pas, tu vois. Moi, quand je sortais de scène de mes spectacles, de mon premier spectacle, j'étais complet. C'était incroyable en 2011. Pour vous rappeler quand même, il n'y avait pas encore les réseaux. C'est parce que maintenant, les gens oublient qu'on faisait du théâtre et qu'on remplissait des tournées. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quoi, oui, et la promotion se faisait uniquement soit en radio, bouche à oreille, et télévision, et ça s'arrêtait là. Les médias traditionnels. Et donc, je sortais, c'était complet et tout. Les gens étaient contents. Et moi, je me disais, ouf, ils n'ont pas vu que j'étais nul. Vraiment, je me disais ça dans ma tête, quoi. Et du coup, j'ai fait des grosses recherches sur le syndrome de l'imposteur. Il est souvent lié au syndrome de l'autodidacte. C'est quand tu as appris à faire les choses par toi-même et que tu n'as pas été sanctionné par un diplôme, ben, tu as tendance, en fait, du coup, à pas croire en ce que tu fais. Et en plus, on a tendance aussi à te le rappeler. Te dire, mais tu as fait quoi comme étude là-dedans? Ah oui, cette phrase, elle est magique. Rien. Oui. Ah, bon. Ça va pas, ça, du coup. Donc il faut bien passer outre. Et le passer outre, c'est souvent tu crées. Oui, tu professionnalises de plus en plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Du coup, ça je l'ai partagé, tu vois, sur les réseaux, parce que, d'ailleurs, si tu regardes les commentaires, il y en a 2-3 commentaires cinglants de personnes qui pensent que j'ai mis en scène le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur pour vendre... pour en tout cas me donner une certaine personnification de faiblesse, quoi, tu vois, parce que ça paraît pas possible, parce que quand tu es personnage public, semi-public, ben, c'est pas que t'es pas toi-même. C'est que, en tout cas, tu offres au regard de la caméra certaines facettes de toi. Mm-hmm. Et il y en a d'autres que tu gardes plus privées, tu vois. Et donc, quand ces privés-là, tu les ressors, les gens sont très étonnés. Oui. Tu vois, j'ai un exemple très récent. Je n'ai pas fumé depuis 10 jours. Donc là, très fier de moi. Félicitations. Merci. Il y a 2 jours, j'ai juste partagé sur Insta que j'ai fumé pendant 16 ans. Puis, j'ai vapoté pendant 10 ans. Okay. Donc, j'ai passé 26 ans à être addict à la nicotine. Addict 10 sur 10 quand on fait les tests, donc gros addict. Et donc là, c'est bon, ça fait 10 jours que je n'ai pas vapoté. Et je pense que ce que j'ai mis en place me permettra de plus jamais prendre de nicotine de ma vie. Les commentaires que j'ai reçus, j'en ai une vingtaine. Il y en a 2 que j'ai bloqués, d'ailleurs, d'agacement. À ce point? Ouais, en fait, je me suis dit, je suis en manque de nicotine, donc me fais pas chier. Donc, tu as 2 doigts. Déjà, je suis énervé, tu vois. Donc tu vas pas commencer. Hein. Mais oui, parce qu'il y en a qui étaient maladroits. Alors je suis déçu, je pensais pas que quelqu'un qui s'y connaît autant dans le cerveau était addict à la nicotine, mais tu es déçu parce que tu t'es fait une fausse promesse, parce que tu connaissais pas cette facette. Mais alors peut-être je vais vous surprendre, mais il y a des fois je suis bête, il y a des fois je dois être injuste sûrement aussi, il y a des fois je dois être pas sympa avec mon entourage sans me rendre compte, il y a des fois où je cuisine mal, il y a des fois où je change d'avis sur quelque chose que je disais, enfin. Je suis humain, en fait. Ouais, vraiment. Hein, on a tous des failles, des faiblesses, etc. Et il faut pas trop idéaliser, tu vois. C'est comme d'imaginer que Jamie Gourmaud, tu sais, Jamie de C'est pas sorcier, c'est tout sur tout. Non, son talent, il est double. C'est d'être capable de faire des recherches précises pour ne pas dire de bêtises sur un sujet quand il prend la parole en public. Et son deuxième pouvoir est d'avoir la capacité à rendre ça digeste, à vulgariser l'information. Mais dans la vie courante, si tu lui dis comment marche ce robinet, peut-être il ne le sait pas. Et c'est pas grave. Il fasse 2-3 recherches. Et donc voilà, moi c'est pareil, mes facettes qui ne sont pas publiques, des fois quand tu les montres au public, tu es toujours très étonné en fait, des réactions. Oui, du retour. En fait. Du feedback qu'il y a, parce que le terme déçu, tu vois, qu'il y avait tout à l'heure, je le trouvais très révélateur là, il y a 2 jours, quand j'en ai eu 2-3 quand même. Quoi. Le côté déception, je disais, mais
c'est toi qui t'es déçu, c'est pas moi qui t'es déçu, quoi. Oui, on t'a placé en fait Tu à t'es un déçu niveau, toi-même des attentes que tu fais envers les autres. N'est pas d'attendre comme ça vers des personnes publiques parce que c'est des relations parasociales. On ne se connaît pas en fait. Et vous pensez me connaître parfois, vous pensez connaître quelqu'un des réseaux, mais vous ne connaissez pas ces personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens tombent de haut dès qu'il y a quelqu'un de connu qui est accusé de violence envers les femmes, de violence sexiste, sexuelle, etc. Où tout le monde se dit « Ah mais non, mais pas lui ». Ça passe par une phase de dissonance cognitive à chaque fois. Non, mais pas lui, ça m'étonnerait. Mais pourquoi ? Parce qu'il a fait un bon film ou parce qu'il est drôle dans ses vidéos ? Et non, on ne connaît pas les personnes, malheureusement. Il y a des parts d'ombre et des parts plus ou moins cool chez tout le monde, quoi, hein. Donc, la relation parasociale, il faut s'en méfier. Ouais. Comment ça se fait que tu as arrêté maintenant ? Parce que si ça faisait autant d'années que tu fumais, quel a été le point ? Il y a deux trucs. À 32 ans, je suis allé chez le médecin pour arrêter, j'y arrivais pas. Parce qu'à 32 ans, ça faisait pile poil 16 ans non-fumeur, 16 ans fumeur. Et ça m'a posé question. Tu vois, de me dire, là, Fabien, tu vas déséquilibrer ta vie à être plus fumeur que non-fumeur. Et je fumais 2 paquets par jour. Et du coup, très addict, c'est là où je fais les tests d'addiction et tout. Il me dit, ça va pas être facile. Et lui me force à me passer à la cigarette électronique. Chose d'ailleurs que je voulais pas, moi. Et il me dit, ça serait vraiment bien durant un temps. Et je fais, ouais, mais ça, c'est pire, je sais pas quoi. Et il me dit, non. Il fait, là, vous roulez à contresens sur l'autoroute. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux passer à l'excès de vitesse plutôt qu'à contresens ? Les métaphores, ça marche très bien sur moi. Donc, il m'a eu. Donc, je suis passé à la cigarette électronique. Et en 10 ans, bon, au pire, je fais ça quelques années, mais je ferai pas ça 10 ans, quoi. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans pile poil, là. Et cet été, à un moment donné, je me suis dit, bon, fais ce que tu sais faire. J'ai collecté tout ce que je sais sur le cerveau, ça c'est ma base, et tout ce que je ne savais pas sur le fonctionnement des récepteurs de nicotine, on va dire, pour simplifier, qu'il y a dans le cerveau, leur création, comment ça marche le manque, la dépendance et tout. Et j'ai écrit un bouquin que pour moi, qui est une méthode en 5 semaines pour arrêter de vapoter. Mais c'est génial. Tu t'es créé ta propre méthode pour arrêter de vapoter. Exact. Si ça marche, si je tiens dans le temps, je la mettrai en PDF gratuitement pour ceux qui veulent. Et il y a eu un moment dans l'été où j'étais une semaine tout seul à la maison parce que ma compagne était chez ses parents. Et je me suis dit, mais c'est pas le moment là pour faire le truc que j'ai écrit. Putain, je suis tout seul, donc même si j'ai des phases dures de manque où j'ai pas envie de parler ou quoi, voilà, etc., si ça me grignote, si ça me rend plus irascible dans les premières heures ou quoi. Et donc j'ai fait ça. Et l'un des trucs de la méthode, déjà, c'est de ne pas arrêter. Je n'ai pas arrêté. C'est juste que la dernière fois que j'ai vapoté, c'est il y a très longtemps. Et plus le temps passera, plus il y aura très longtemps. Mais je ne suis pas passé par l'angoisse de l'arrêt, déjà, tu vois. Ouais. Bref, il y a 1000 petites constructions mentales. Cerveau, ouais, grave. C'est incroyable. Je lui ai fait rencontrer le manque avant, pendant quelques semaines. J'ai dansé avec le manque, j'ai flirté avec lui. Le manque, c'est lui qui tient la barre à la danse. Donc j'ai fait en sorte de tenir et de provoquer le manque quand je le voulais et de l'arrêter quand je le voulais avant de me lancer dans le grand bain et que là, le manque me fait pas peur en fait. Tu vois, j'ai compris qui il était, je l'ai ressenti, etc. Tu sais que c'est génial parce que ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à un truc. C'est que je me dis, si ta méthode fonctionne par rapport à ça, en fait, ça peut fonctionner même avec de la dépendance affective. Oui. Une dépendance est une dépendance. Et pourtant, on va se dire, parce que finalement, que ce soit la cigarette. C'est trop drôle que tu me dises ça parce que vraiment, mon éditrice, elle m'a écrit là tout à l'heure dans la voiture pour venir ici. Je te ferai voir tout à l'heure, je ne suis pas un mytho, mais on parlait de ça du coup. Et elle vient de me dire, mais il n'y a pas un sujet de livre à faire un jour sur les dépendances en général parce que c'est le même mécanisme. Oui, c'est le mécanisme. En fait, et c'est vrai que si tu te dis, par exemple, dans la dépendance affective, en fait, ça fait juste très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais. Ton cerveau a plus facile, comme tu dis, Bien en sûr. fait, à l'assimiler parce qu'il n'y a pas cette alerte qui se crée dans ton cerveau de non, mais... mais c'est vrai. Hein. Toute cette anxiété, tous ces neurotransmetteurs qui partent en vrille, quoi. Tu vois, augmenter la charge aussi, être très progressif. Par exemple, la première semaine, la seule différence entre moi qui consomme de la nicotine et la première semaine où j'arrête avec des gros guillemets, c'est que la première semaine, je ne prenais pas de nicotine 1 heure après le lever et 1 heure après chaque repas. C'est-à-dire là où je préférais en prendre habituellement. Oui, ce que tu faisais habituellement, en fait, mais qui étaient tes moments préférés. Mais au bout d'1 heure, je revapotais autant que je voulais, quoi, tu vois.
Donc, j'avais aucun mal à tenir cette heure-là, puisque je savais qu'après, je revapotais. Mais juste, c'est moi qui l'avais décidé. Là, on arrête. Tu reprends le contrôle. Ouais, exactement. Donc, c'était le seul truc. La semaine d'après, le seul rajout que j'ai eu, c'est interdiction de vapoter en faisant autre chose. C'est-à-dire que quand je vapote, je suis en pleine conscience, c'est l'activité vapoter. C'est pas je suis sur l'ordi tout en vapotant, je regarde un film en vapotant. Si je veux me vapoter, je me lève, je fais 3 pas sur la droite et je vapote. Voilà. Et ben là, je vais pas vapoter durant 1 heure en fait. Je vais tirer 5 lattes et je vais la reposer, tu vois. Enfin voilà, ça a été en rajoutant comme ça des petites choses et en rendant tout ça concret et le faire exister, mais des semaines avant, tu vois, pour mieux le gérer, quoi. C'est hyper intéressant. Franchement, je trouve ça génial et hâte de voir quand tu vas... Faut que je tienne. Maintenant, j'ai trop ouvert ma bouche aujourd'hui avec toi. Si dans 15 jours, je t'ai dit j'ai repris, tu vas faire « Ah non, ça marche plus du tout, cette conversation !» Non, cette conversation va fonctionner. Mais tu sais quoi, je me dis que même dans les moments où on veut stopper, diminuer ou arrêter quelque chose, il y a des... Ouais. Après, moi j'ai un truc qui peut m'aider, c'est l'ego. Là, c'est ta fierté vis-à-vis de toi-même. Mais je pense qu'on en a tous et qu'il faut la mettre au bon endroit. C'est-à-dire que j'ai passé donc quelques semaines à pas parler que je faisais de ces efforts-là. Et les 7 premiers jours d'arrêt, j'en ai pas parlé non plus. Mm-hmm. Et c'est maintenant que j'en parle, tu vois. Si j'en avais parlé trop tôt, j'aurais senti la pression sociale, tu vois, avec des phrases malheureuses, par exemple. J'ai mon taxi-moto qui m'a emmené à la gare, que je connais depuis 2017, qui est très gentil. Je lui dis ça, ça fait 7 jours. J'ai arrêté, tout ça, machin. Il fait, ouais, mon cousin aussi, il s'est arrêté il y a 30 ans. Et là, je parlais avec lui et tout, et à chaque fois, il me dit, tu vois, Taïeb, ça fait 30 ans. Et quand même, j'y pense des fois, ça me fait super mal et tout. Je dis, merci, moi, ça fait 7 jours, ça m'encourage. Tu vois. Donc, c'est bien de ne pas en parler trop tôt, parce que t'as la pression sociale, t'as ceux qui peuvent être maladroits et tout. Et après, ça peut être bien d'en parler quand ça fait déjà quelques jours et que tu sais que t'as franchi les caps les plus durs. Oui, tu t'es renforcé déjà. Parce que là, ton ego, par contre, il peut t'aider à tenir aussi, de dire « Ah, maintenant, je l'ai un peu dit. Bon, j'aurais du mal à dire que j'ai repris, quoi. » Tu vois, donc c'est bien. Ouais, c'est le fait aussi de tout recommencer à zéro. Enfin, t'es déjà, en plus, quand t'es sur une belle lancée. Ah ouais. Moi, j'ai la flemme de refaire ce que j'ai vécu là. Mais vraiment, rien que pour ça, je vais pas reprendre. J'ai pas envie de repasser par ces phases-là. J'aime beaucoup l'idée. Quelle est ta définition la plus vulgarisée possible du mentalisme ? Une escroquerie. Mais honnête, parce que je dis que c'est une escroquerie. C'est ma meilleure définition. C'est une escroquerie parce qu'un mentaliste, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui s'autoproclame. Si demain, toi, Chloé, tu dis que t'es mentaliste, il n'y a pas un mentaliste au monde qui va trouver quelque chose à y redire. On n'a pas de formation. Nous sommes tous autoproclamés, en fait. Un jour, on s'est défini par le mot mentaliste parce que c'était le mot plus simple par rapport à ce qu'on faisait, tu vois. Oui. Donc, il n'y a pas de définition non plus. Il y a quelques années, les médiums se faisaient appeler les mentalistes au 19e siècle. Bon, aujourd'hui, on est dans un courant plus scientifique, tu vois, mais pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas de définition finalement. Et la meilleure définition, ce serait de dire que c'est une branche de l'art magique. Donc l'art magique, l'illusionnisme, ça se pratique sur scène, ça a pour but de bluffer les gens. Et tu as des sous-catégories, tu as la grande illusion, les grosses boîtes à l'américaine et tout. Tu as le close-up, c'est l'inverse, les tours de cartes de très près, par exemple. La cartomagie aussi. Le mentalisme, c'en est une branche, tu vois, qui va mélanger de la magie mentale. Donc là, c'est des trucages magiques, de l'habilité qui va te permettre de faire croire que je lis dans tes pensées, par exemple. Et puis après, tu vas avoir aussi de la notion de psychologie. Cette escroquerie-là, c'est comme de faire de la magie, c'est-à-dire que ce que je prétends faire, c'est pas forcément ce que je fais, tu vois. Je vais te faire un tour. Si je décide de mettre en mise en scène que je lis dans tes pensées, c'est de la mise en scène. Je sais que j'ai des astuces pour faire ça, qui viennent de la psychologie ou d'ailleurs, mais en tout cas, je sais que j'ai pas de pouvoirs paranormaux qui me permettent de lire dans tes pensées. Et dans ma définition personnelle du mentalisme, il y a l'opposition au matérialisme, c'est-à-dire dans la vie courante, c'est tout ce qui fait que tu te sers de ton cerveau et t'apprends à connaître ton cerveau, tu vois, on est tous mentalistes en fait finalement. Dans mon spectacle, plus que dans le gala que là je vais animer, je parle beaucoup de ça, que tout le public est mentaliste et que ma plus grande escroquerie, elle est là, c'est de vous faire croire que je suis différent de vous, pas du tout en fait. Et je donne des exemples concrets que quand tu négocies un prix dans ton quotidien, tu fais du mentalisme. Quand t'as ton meilleur ami qui arrive, tu dis toi ça va pas aujourd'hui, ton meilleur ami il fait bah si ça va. Toi, tu fais non, je te connais par cœur, ça va pas. Et qui fait oui, t'as raison, en fait, ça va pas. C'est bien que t'as fait du mentalisme. T'as réussi à savoir quelque chose qu'il n'était pas en train de dire, tu vois, et qui voulait au contraire cacher. Mais donc, on pourrait se dire aussi que finalement, les psychologues, les thérapeutes, etc., c'est pareil, en fait. Oui, je suis d'accord. Sauf qu'à la différence, ils sont experts.
Tu vois, c'est quoi leur expertise au-delà d'avoir fait des études? Si, c'est ça. C'est d'avoir fait des études pour moi. C'est-à-dire que quand on me dit, par exemple, dans une émission, on me dit « Alors, notre expert du cerveau, Fabien Olicard », je dis « non, moi, je suis pas expert, j'ai pas fait des études là-dedans, mais par contre, je prends les travaux des experts, je les essore et je récupère les gouttes qui m'intéressent et puis ça, on peut en parler, quoi, par contre. » Et je le dis par sincérité, tu vois, pour bien pas faire passer des vessies pour des lanternes, et aussi par mesure de protection pour pas qu'un jour on vienne m'attaquer en disant « Ouais, mais lui, il n'a pas fait de la recherche là-dedans. » Oui, je ne suis pas expert en cerveau. Quelles sont encore les choses que tu as envie de pouvoir accomplir? J'imagine qu'il y en a encore plein d'autres, mais que tu as envie de pouvoir accomplir vraiment dans ce domaine que tu n'as pas encore fait. Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées, soit dans des formes, soit dans des fonds. En fait, je reconnais plus trop le monde du spectacle vivant aujourd'hui. Tout le monde est en tournée maintenant. Tu es toujours en tournée tout le temps. Donc, il n'y a plus vraiment de tournée. Il y a beaucoup d'artistes. Ce métier-là a changé. Avant, tu faisais tous les petits cafés-théâtres, tu faisais ton réseau, tu faisais ton bouche à oreille, etc. Aujourd'hui, tu commences par faire une communauté sur les réseaux et ensuite, tu fais un spectacle. Donc, toutes les lignes ont un peu bougé. Et même les grosses salles, tout le monde fait des grosses salles et tout. Enfin, et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire l'inverse un jour. De dire, en fait, moi, mes spectacles... Je les drop comme on drop un nouveau jean que j'ai lancé, tu vois. Et c'était le jour, je drop un spectacle à Paris. Vous le saurez lors du drop, le jour, l'heure, et vous y êtes ou vous y êtes pas. Mais tu sais pas si c'est une salle de 50 places ou 2000 places, tu vois. C'est hyper sympa comme idée. Et des fois, c'est justement un spectacle très intimiste, 30 places, paf. Et puis en fait, non, des fois, c'était l'Olympia, 2000 places, quoi, tu vois. Je me suis dit, tiens, ça, c'est une forme que j'aimerais explorer, qui n'a jamais été faite. Donc, dans mon carnet à idées, j'ai plein de formes, de plein de choses différentes. Et après, voilà, des fois, j'ai des fonds. Là, j'ai un fond qui m'anime depuis que je suis tout petit. C'est le principe des livres dont vous êtes le héros. Et c'est un peu l'ancêtre des jeux vidéo. C'était du jeu de rôle personnel. Donc, c'est un livre qui fait en général 350 chapitres. Ah oui. Mais c'est des tout petits chapitres. Et le premier chapitre, c'est toujours toi qui incarnes le héros. Okay. Et par exemple, on te dit, tu es dans ta chambre, tu viens de te lever, tu passes la porte. Est-ce que tu veux aller dans la forêt qui est sur ta droite? Si oui, va au chapitre 12. Ou est-ce que tu veux aller au village qui est sur ta gauche? Si oui, va au chapitre 408. Je vais aller au village, chapitre 408. Sur la route, tu rencontres un tel. Si tu veux lui parler, va en 12. Si tu vois. Et donc, tu te crées ton histoire dans l'histoire. Oh. Mais c'est très pensé, évidemment. C'est un scénario, il y a des énigmes, des épreuves et tout ça. Et ça, j'adore ça. Donc, j'ai fait ce concept-là sous forme de vidéo déjà en 2018. Donc, des vidéos avec les liens, etc. Et puis là, j'avais envie d'en refaire, de faire ça sous forme de livre avec des mécaniques qui n'ont jamais été faites et tout. Et donc, ça sort au mois d'octobre. Ça sort au mois d'octobre? Oh, et je me pose pas la question de est-ce que c'est normal qu'un mentaliste écrive un livre dont vous êtes le héros? Vraiment, j'en ai rien à faire. J'ai envie de le faire. Ça me travaille depuis des années. J'ai passé 2 ans à le développer. Quand j'en ai parlé à mon éditeur, il m'a dit « Ah oui, on n'a qu'à se mettre dessus ». J'ai dit « Non, il est prêt. » Il est prêt. Voilà, tu peux ça faisait déjà 2 ans que j'étais dessus. Et voilà, et c'est trop bien, tu vois, d'explorer des formes ou des fonds que tu as envie d'explorer sans trop te poser de questions. Et le livre que tu vas sortir, ce sera destiné à tout public ou c'est tout public, ouais. Donc même un enfant pourrait... Moi, je le mets à partir de 14 ans, ouais. Okay. parce qu'il y a des énigmes qui sont un peu dures, en vrai. Mais il est accompagné d'un site internet et d'une appli, c'est gratuit, quoi. J'ai même pas mis de pub pour pas exploiter l'attention, où tu peux aller chercher des indices, voire même les solutions des énigmes. Donc tu peux le faire plus tôt. Mais comme je connais les gens, si tu vas sur l'appli, je l'ai codé avec un pote, donc oui, je suis contrôlant. Si tu demandes direct la solution à une énigme, tu vas l'avoir dans 48 heures par mail. Tu ne l'auras pas tout de suite. Ah, c'est bien, tu fais attendre les gens. Exactement, comme ça, et tu reçois un premier mail. En vrai, si tu demandes direct la solution, tu reçois un mail tout de suite qui t'explique que tu ne vas pas l'avoir tout de suite. Après, tu reçois un mail 24 heures après avec un indice assez conséquent pour te motiver à la chercher. Et quand même, au bout des 48 heures, tu as la solution telle que tu l'avais demandé avec toutes les explications. Mais tu vois, je ne voulais pas que les gens s'arrêtent de penser trop tôt. Parce que des fois, tu es bloqué par une énigme, tu fermes le livre et le lendemain, tu te réveilles, tu penses à autre chose et tu dis « Ah, j'ai une idée, je crois que… » Tu vois, ça s'appelle un eureka, ça, mentalement. C'est tellement satisfaisant de vivre des eureka. Tu vois, il faut se laisser… Et comme l'attention est un peu altérée en ce moment, on a tendance à vouloir un peu tout de suite et on s'empêche de vivre cette belle dopamine qu'il y a dans le eureka. On nous donne tout de suite aussi. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a plus de patience en fait. On a pris notre attention et notre patience en même temps. D'ailleurs, à vous qui nous écoutez en x1,5, arrêtez ça tout de suite.
Restez connectés. C'est pas dur. 10 octobre, sortie du livre. 16 octobre, le gala. Ah bah voilà, on a les dates, incroyable. N'oubliez 10 pas, octobre, venez au c'est gala, ça va être très très cool. Oui, Moi, ça va Forum être de Liège. ma dernière apparition en Belgique avant très très longtemps. Parce que là, je fais une pause spectacle après 14 ans de tournée. Et donc là, je fais le Palais des Sports le 5 octobre. Le 10, le livre sort. Le 16 octobre, c'est ma seule date en dehors de la France avant ma PDI, pause à durée indéterminée. Ok. Donc ce sera la dernière fois où on pourra kiffer avec le public belge au Forum de Liège. En plus, j'adore cette salle, elle est magnifique. Et donc, tu as envie d'un peu poser là. J'ai envie que mes valises prennent un peu la poussière. Parce que ça fait 14 ans qu'elles ne prennent pas la poussière, parce qu'en général, je passe 2 jours par semaine chez moi, 3 jours par semaine, grand max. Mais c'est pas énorme. Et j'ai adoré ça et tout, mais là, j'aimerais juste poser un peu. Et j'ai peur que mon 5e spectacle, si je l'enchaîne comme j'ai toujours enchaîné, j'ai peur que ce soit juste un de plus. Et donc, ouais, je me dis que si je crée le manque, je vais me créer une envie, en fait, encore plus forte de recréer des choses moins mécaniquement, quoi. Mais donc, le Forum de Liège, le 16, allez prendre vos places pour le gala. Il y aura 8 humoristes. Je crois que c'est plus ou moins 2 heures de spectacle. Ouais, ça va, 1h45. Toi, les humoristes qui passent. Et on les va être une petits moments dizaine sur d'interaction. scène finalement, et ça va être très très varié, très riche. En tout cas, merci beaucoup Fabien d'être passé. Mais j'espère te voir très bientôt pour peut-être pouvoir faire les cartes alors à ce moment-là. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode avec Fabien Olicard. N'hésitez pas à le retrouver sur tous ses réseaux sociaux et de nous suivre également sur tous nos réseaux YouTube, on s'abonne, Instagram, TikTok. Mettez aussi des commentaires sur votre moment préféré de l'interview. Un grand merci à Slice pour ce magnifique décor, à Gaëtan qui s'occupe de l'audio, de la vidéo. Merci aussi à Chantal et retrouvez Fabien Olicard le 16 octobre au Forum de Liège pour son spectacle avec 8 humoristes. C'est un gala, allez prendre vos places. Bisous!